Salut les mecs, dans cette vidéo on va traiter d'énormément d'informations pour récompenser la chaîne, le petit like, le petit follow, le petit commentaire, ou sinon, il y a les petites souscriptions que ce soit pour Twitch ou pour YouTube, il y a même le Twitter et le Discord si jamais vous voulez des infos complémentaires, ou tout simplement discuter avec un copain. Donc voilà les gars. Let's go, je vais lire un petit peu le chat, je vais répondre à vos messages et j'ai peut-être quelques questions là à vous poser par rapport à tout ce qui se passe. Je pense qu'on va faire ça. Ok, premier message de Noam. Je me demande bien quel fruit il a car c'est pas écrit. Il doit être vraiment puissant pour être le capitaine des chevaliers divins. Donc effectivement, je pense que déjà il faut qu'il ait un fruit. C'est pas encore sûr et certain, mais bon, je pense que si Oda a fait un deuxième chance, le mettre sans fruit, c'est dommage parce que c'est quand même quelque chose qu'on aurait bel et bien voulu voir. On sait que Shanks, lui, n'a pas de fruit. Donc, un autre Shanks, c'est l'occasion rêvée pour qu'il ait un fruit du démon. Donc, oui, logiquement, il doit avoir un fruit, mais Oda jamais va le révéler comme ça sur une case et tout. S'il le révèle, c'est dans un combat. Et je pense que ça va être un petit peu comme les Gorosei. C'est-à-dire qu'il va commencer à montrer le pouvoir de son fruit sans vraiment le présenter. Ensuite, il va le présenter avec juste le nom. Et petit à petit, on va avoir la forme hybride, on va avoir la forme monstre, on va dire. On va ensuite avoir les différents types de pouvoirs que renferme le fruit. Si c'est un Zoan mythique, donc voilà, on va avoir tout simplement des pouvoirs alternatifs, on va les appeler comme ça, parce que voilà, il y a toujours des pouvoirs, dans les Zoan mythiques, il y a toujours des pouvoirs qu'on comprend pas. Exactement comme Luffy, qui est censé être un Zoan mythique, mais qui au final a des propriétés de paramécia, comme par exemple influer l'environnement, c'est typique des paramécia, pourtant Luffy, capable de rendre toute sa zone en caoutchouc, tu vois. Donc, est-ce que c'est le pouvoir de l'imagination? Très probable, mais ça ressemble étroitement à le contrôle un petit peu environnemental, entre guillemets. Donc voilà, ça c'est des choses qui vont être très longue à mettre en place, c'est pas quelque chose qu'on va avoir très rapidement, même si je trouve personnellement que Shamrock, on l'a eu rapidement. Franchement, on a eu le temps, peut-être un mois, on est passé de est-ce que c'est le faux Shanks à Shamrock, tu vois. Et du coup, ça veut dire pas beaucoup de chapitres, ça veut dire qu'Oda est plutôt dans une dynamique où il essaye d'accélérer, ce qui est totalement compréhensible, étant donné que là, on est sur Elbaf, donc un gros arc en perspective, on l'a compris avec cette fin de chapitre qui, tout simplement, met en valeur la grande guerre qui devrait arriver sur Elbaf. D'ailleurs, j'en ai pas parlé dans l'analyse, mais en gros, là, ce qu'il a dit par rapport au fait que le gouvernement mondial va les soumettre quoi qu'il arrive, il parle bel et bien d'Elbaf et des géants, ça montre que ses intentions sont hostiles, des intentions qui vont mettre les géants dos au mur, c'est-à-dire qu'ils vont être obligés de prendre une décision. Et si Shamrock est là, sachant qu'il est le capitaine des chevaliers divins, la finalité veut que ça va partir en cacahuète, c'est-à-dire que là, c'est le capitaine, c'est-à-dire qu'il pourrait appeler ses collègues, il pourrait appeler les Gorosei ou toutes les personnes armées, entre guillemets, il pourrait faire appel à la marine, hein. On se rappelle quand même que tout ce qui est Akainu, tout ce qui est Amiro pourrait être encore dangereux pour la plupart des Mugiwara, y compris Zoro. On sait pas vraiment si Zoro peut 1v1 un amiral, même si personnellement vous connaissez mon avis sur le level amiral, hein. Pour moi ils ont pas du tout tous le même level, et le fait que Aokiji, Akainu soient mis en avant, le fait que Fujitora soit un peu en dessous avec Ryokogyu, pour moi il y a quand même des levels différents, tu vois. Et du coup, si la marine débarque, si les chevaliers divins débarquent, si on a en plus de ça un ou deux Gorosei, comme par exemple Garling, qui pourrait juste être là en mode je surveille, tu vois, je pense que la grande guerre d'Elbaf, le Ragnarok qu'on imaginait, va devenir vraiment un Ragnarok de légende. Surtout que là, ça pourrait être un super parallèle. Pourquoi? Parce que la finalité veut que pendant le Ragnarok, c'est les dieux qui se battaient contre les géants, les dieux Az, les dieux Van, les dieux tout simplement des mythes vikings, contre les géants, donc les Jotun. Et là, c'est un petit peu sur quoi Oda veut nous mener. Donc, vous voyez pas ça comme ça au début, mais j'ai l'impression que la grande guerre finale du manga pourrait bel et bien commencer à Elbaf, les gars. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bel et bien prendre en compte parce que ça m'a l'air d'être légendaire. Ensuite, on a Valkaran qui me dit, ça fait un peu penser à ce qui est arrivé à Luffy avec Mihawk sur Marineford. Ah, donc tu dois parler du pouvoir de Gunko quand elle utilise ses flèches, etc., etc. Ok, donc pour toi, ça vient pas du pouvoir, mais plus du haki. C'est comme, parce qu'il y a une théorie autour de Mihawk qui dit qu'à Marineford, il a transposé son haki du futur dans Luffy pour qu'il puisse voir un petit peu le futur grâce à lui, tu vois. Et ça, c'est des choses à confirmer, c'est un peu des trucs, je sais pas trop comment les interpréter étant donné
donné qu'on a vraiment zéro info là-dessus. Mais on va dire que c'est pas impossible étant donné qu'on n'a pas de contre-argument réel pour l'instant. Cependant, il y a une phrase de Mihawk qui a dit à Marineford, il a dit très bien, tu as réussi grâce à ton instinct à tout simplement éviter d'attaquer parce que tu as senti que tu allais perdre tes bras et tout, tu vois. Et du coup, ce serait plus Luffy qui aurait permis, enfin, je sais pas, c'est peut-être un foreshadowing du haki de l'observation, c'est très très possible, hein, parce que c'est vrai qu'il utilise le haki des rois sans le maîtriser, donc voilà, maîtriser le haki de l'observation semble un peu plus ridicule, entre guillemets, que le reste. Donc à voir les gars, mais je pense que c'est différent, parce que là, je vois plus Gunko sur son fruit du démon, un aspect qui doit peut-être jouer avec des probabilités ou quelque chose comme ça, hein. Je le vois un peu comme ça. En plus, le fait qu'il s'appelle Shamrock c'est un trèfle à 4 feuilles, ça ferait un duo un petit peu de probabilité un peu bizarre, tu vois, entre un qui a beaucoup de chance et l'autre qui touche sa cible dans tous les cas grâce à son pouvoir, tu vois. Donc peut-être deux pouvoirs qui sont liés à peu près à la même chose. Peut-être qu'il y a un yokai qui est considéré comme un yokai chanceux qui pourrait très bien aller avec Shamrock et peut-être que son nom lui a donné parce que Shamrock c'est celui qui a eu de la chance entre lui et son frère jumeau Shanks. Shanks s'est perdu. Et Shamrock, lui, par contre, a toujours eu de la chance depuis qu'il est petit. Donc, c'est des choses qui peuvent venir de quelque part. Donc, ça, c'est assez intéressant. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut creuser. Ensuite, on a Noam qui me dit « Je suis impatient de voir la rencontre de Luffy et Shamrock. Il va le faire les grands yeux en voyant que c'est Shanks de Wish. » J'avoue, ça me choque. Et en plus, là, il y a beaucoup de théories sur Twitter qui disent que, justement, il va être choqué de ouf. Mais, en gros, qu'il va être choqué surtout par le fait qu'il a dit « Mais what? T'as récupéré ton bras? Comment t'as fait ?» Moi, je pense que ça, c'est quelque chose de très, très probable. Et je pense que Luffy, je sais pas de quelle manière, mais lui qui se fait tout le temps avoir, je pense que peut-être pour une fois, Luffy va pas se faire avoir, tu vois. Après, je sais pas, parce qu'il confond Zoro avec le faux équipage des Mugiwara. Frère, si là, il arrive à reconnaître Shanks, je pense peut-être pas tout de suite, ou peut-être que Shanks va l'attaquer, et que Luffy va mettre du temps à comprendre que c'est lui, et c'est peut-être Zoro ou Nami qui vont lui dire, mais est-ce que t'es sûr que c'est lui? Est-ce que tu vois pas une différence entre lui et Shanks, etc., etc. Donc, très probable, très probable. Ok, il y a Captain Kid qui est là, salut mon ref, et qui m'a dit, il y a des hommes poissons mi-humains, idem pour les humains mi-oni, les boucaniers géants mi-humains. C'est la version simplifiée. C'est la version simplifiée de la réalité, parce qu'en fait, le délire, c'est que Oda nous a dit que la race des boucaniers, elle pouvait tirer son origine des géants. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre les géants et les boucaniers. C'est-à-dire que c'est pas juste un mélange de deux personnes. Peut-être à l'origine, oui, mais la finalité a créé une race à part entière. Les boucaniers est une race à part entière, tu vois. Et pourtant, ils ont bel et bien un lien avec les géants. Et donc pareil pour les autres. Les Oz sont une race à part entière avec des personnes vraiment réelles qui se ressemblent tous, qui font à peu près la même taille, etc., etc. Donc je pense que le mélange de certaines races vont faire évoluer la race, mais en gros, une race, c'est vraiment des caractéristiques très précises. C'est pas juste un mélange de deux personnes. C'est comme si t'avais, je sais pas, un homme poisson et un géant qui faisait un enfant. C'est pas obligé que t'obtiennes une nouvelle race, tu vois. Tu peux obtenir une personne normale. Et inversement, c'est possible que t'obtiennes une nouvelle race. Je pense que c'est quand il y a un mélange de deux races ultra puissantes, ça forme potentiellement une nouvelle race. Je pense pas que n'importe qui vont se mélanger et la finalité veut que t'obtiennes une nouvelle race. Et les Oni, pareil. Les Oni, je pense pas que c'est juste des races uniques. Je pense juste qu'ils tirent leurs origines de différentes races ou de différentes personnes. Et à force de se reproduire entre eux, ils ont créé une race unique. Exactement comme ça a été dit dans le chapitre le sang pur. Faut pas mélanger le sang parce que justement on obtient des personnes différentes. En gros, quand tu gardes la même lignée, on va dire quand tu te reproduis avec les personnes qui ont les mêmes gènes que toi, ça fait grandir la puissance de ta race. C'est ce que j'ai l'impression de voir de ta race. Ouais, je m'entends un peu. De la race des personnes. Frère, je suis en train de me perdre, je sais pas où je vais. Mais vous avez capté les gars. En gros, il y a différentes races. Je parle bien de One Piece, hein, parce que là tu prends juste cette partie du live, gros, c'est lunaire. Mais dans One Piece, tu prends certaines races, tu te reproduis à chaque fois avec des personnes qui ont exactement le même facteur linéage, on va utiliser le mot de Vegapunk, ça donne, voilà, des personnes ultra puissantes. Voilà, ça fait un petit peu écho à Shirahoshi, qui pourrait avoir la même mécanique au niveau de sa race. Ça fait écho à beaucoup de personnes. Donc voilà, si tu mélanges un géant avec un géant d'un autre village, et ben t'auras pas la même personne que si tu mixes deux géants du même village. Donc voilà, c'est ça qu'il faut bel et bien comprendre. C'est là où la nuance est, tu vois. Le reste, je suis assez d'accord, mais il y a une nuance sur le fait que il suffit pas d'être juste une race, il suffit pas juste d'être un géant. Il faut être un géant d'une certaine lignée, d'un certain village, que t'aies les cornes ou que t'aies pas les cornes. C'est pas vraiment ça, c'est plus au niveau du facteur linéage. C'est ce que j'ai cru comprendre d'après ce qu'on a vu. Est-ce que la femme du roi Harald avait des cornes? C'est probable. Je sais pas, après pour le reste, à voir. Comme je vous ai dit, vu qu'on est au début du bail, prendre des pincettes. Mais je pense que vous avez compris. Alors Noam qui
m'a dit, pour moi, s'il y a Shanks vs Shamrock, et pendant le combat, des flashbacks et explications sur la famille, Garling, c'est banger. Oui, effectivement. Je pense que ça va arriver, mais je sais pas si ça va arriver maintenant ou à la fin du manga. Je pense que là, c'est un peu trop tôt. On a vu que Dragon avait tout simplement dit que les chevaliers divins, c'était la vraie force, c'était vraiment la chose la plus dangereuse à Marijois. Donc, c'est pour moi un combat qui va être de l'ordre de la fin du manga, c'est-à-dire la grande guerre de One Piece. Ça ressemble un petit peu aux Gorosei. Les Gorosei, ils se battent, mais c'est pas la dernière fois qu'on les voit. C'est pas genre comme Kaido, après, tac, c'est fini. Tu vois, on passe à quelqu'un d'autre. Là, je pense qu'il va y avoir des affrontements, il va y avoir des personnes qui vont tester leur level, etc., etc. Mais la finalité veut que Shamrock soit introduit maintenant pour pouvoir réapparaître plus tard dans le manga. Ça, je le vois exactement comme ça. Il y a tellement peu de chances que la finalité de l'arc soit vraiment la mort définitive de Shamrock, parce qu'en fait, à la fin, qui va être l'ennemi du manga, tu vois? Si on perd Shamrock, numéro 1 des chevaliers divins, c'est pas pour tout de suite. On n'a même pas connaissance des autres chevaliers divins. Je pense que là, pour l'instant, avant que lui disparaisse, il faut potentiellement que les autres disparaissent, tu vois? Dans logique shonen, vous avez capté dans l'ordre. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que potentiellement, si Shanks et ce faux Shanks se croisent, ce qui, pour moi, n'est pas encore avéré, les gars, Shanks n'est pas encore sur l'île. Je pense qu'il pourrait revenir sur l'île ultérieurement, c'est-à-dire qu'après les événements qui se sont passés, tu vois. Et il pourrait défendre l'île. Et peut-être qu'en second plan, pendant que Luffy continue son voyage, il pourrait y avoir cette grande guerre entre Shamrock, entre le gouvernement mondial, entre Shanks, etc., etc. C'est des choses qui sont possibles, tu vois. Mais là, sur cet arc, je doute que la mort de Shamrock soit la finalité de l'arc. Ce serait compliqué à mon sens. Je pense que là, il y a plus une logique de libération de l'île. Je pense qu'ils vont être repoussés d'une certaine manière, peut-être grâce à l'apparition de Shanks, peut-être grâce à l'apparition de la flotte de Luffy, peut-être grâce à énormément de choses, mais Shamrock mort sur cette île et on le revoit plus après, très peu probable. Je pense que ça, c'est un combat de fin de manga. Vraiment, c'est l'ennemi ultime de Shanks, à mon avis. Il a ses deux bras, il est encore plus beau gosse que Shanks, il s'habille bien, c'est un prince, il a tout ce qu'il faut, il a tout pour lui. Donc, je pense que ça, c'est l'homme à abattre en fin de manga. En tout cas, c'est ce que je crois. Mais ça n'arrivera peut-être jamais. Ça va arriver, mon ref, tiens bon, mais peut-être pas tout de suite, tu vois. Peut-être pas tout de suite. Je pense que là, il y a tellement de choses à gérer en amont. Mais à la fin de l'œuvre, pour moi, c'est tellement possible, tu vois. Il y a vraiment, les probabilités sont énormes à la fin de l'œuvre. Voilà, le combat pour la famille Figarland, le combat pour l'honneur des Figarland, l'éradication de Garling et en même temps de Shamrock. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment possible. Vraiment. Alors Valkan qui me dit ah mais c'est super, t'as récupéré ton bras, c'est cool, comment t'as fait? Mais gros, je te promets, le fils il serait là en mode, tu sais, les gros yeux comment ça, en mode mais what, mais ouais, t'as ton bras. Mais c'est trop une bonne nouvelle. Je suis mort. Ah, je suis explosé. Noah ensuite qui enchaîne avec, dis-toi qu'on a vu que 2 chevaliers divins sur les 5. Les 3 autres seront à mes yeux plein de surprises et de révélations sur la suite. 5 chevaliers divins. Je pense pas qu'ils sont 5, mon ref, parce qu'à God Valley il y en avait beaucoup plus. Et là dans l'image, non, ils sont pas 5, ils sont 2, 4, 6, 8, 9, ils sont 9 chevaliers divins. On pourrait ajouter d'autres personnes. Et à God Valley, ils étaient bien plus nombreux. On en a vu quand même pas mal. Mais bon, c'est pas la même époque, c'est pas les mêmes personnes. Bref. Donc voilà. Déjà, juste en termes de chiffres, frère, tu vas être content. Il y en a encore plus que 5. Ça va être légendaire. Au niveau des surprises, je pense que vous êtes pas prêts. Je pense que, comme je l'ai dit là, la meuf qu'on a vue, ça doit être la numéro 3 ou bien en dessous. Le numéro 2 des chevaliers divins, on l'a pas encore vu. J'en suis intimement convaincu, les gars. Mais vraiment. Parce que Oda, il peut pas mettre direct les 2 premiers. Parce qu'en gros, ça voudrait dire que voilà, toute l'attention est mise sur ces 2 chevaliers divins et tous les autres, tu vois, ça va être les chevaliers divins en mode de bas de gamme. Mais je pense pas que ça se passera comme ça. Oda, il est très très fort pour ça. Je pense qu'il a direct mis Shamrock en premier parce que voilà, c'est mieux pour la narration, pour plein de trucs et tout, les interrogations, l'engouement qu'il y a eu autour de One Piece cette année. Et vous avez vécu ça avec moi, vous avez vu à quel point c'était lourd de ouf. Donc là, le choix était pertinent. Par contre, pour les autres, je pense qu'il a pas tout mis. Même la meuf, ça se peut qu'elle soit dernière, tu vois. Genre le premier avec le dernier pour équilibrer les forces des binômes et qui sont tous en binôme, c'est vraiment possible, tu vois. Après là, ils sont apparus comme étant 9, donc potentiellement qu'ils sont 9. Donc à voir. Captain Kid qui me dit, on a l'impression que Harald veut faire d'Elbaf une île affiliée au gouvernement mondial et les 170 pays qui le sont. Il veut ouvrir le pays au monde. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est très pertinent parce qu'on en a parlé dans les précédentes vidéos. Et effectivement, il pourrait y avoir un parallèle, comme j'ai déjà dit, entre Loki, qui est considéré comme une mauvaise personne, comme une personne qui fait que des conneries, qui est le tueur de son père, tu sais, vraiment le méchant par excellence, mais qu'au fond, c'est quelqu'un de bien parce qu'on a appris, voilà, qu'il avait bon fond, qu'il voulait pas rejoindre les raclures du gouvernement mondial. Donc juste le dire comme ça montre à quel point il a des bonnes valeurs. Et en plus de ça, le roi Harald,
Harald, lui, il est présenté comme le héros, celui qui voulait amener la paix, la personne vraiment la plus forte d'Elbaf, la plus respectée, la plus aimable, le meilleur chef de tous les temps. Mais au final, on pourrait apprendre plus tard que ce soit une mauvaise personne. Ça, c'est très pertinent et très réel. Après, ça pourrait être quelqu'un d'autre aussi. Tout le début de l'arc se focalise un petit peu trop sur la famille de Loki, vraiment le roi Harald, Loki, Ashrudin. Vraiment, on est vraiment focalisé là-dessus. Mais là, dans le chapitre, on a entendu parler d'autres villages, d'autres peuples qui pourraient jalouser un petit peu le fait que le roi Harald, tout simplement, veuille se reproduire qu'avec les mêmes personnes. Je sais pas, moi, imaginez les frères ou les parents de la première femme du roi Harald, en gros la mère de Ashrudin. Je pense qu'ils seraient pas contents d'apprendre que le roi Harald voulait pas faire d'elle une reine parce que c'était pas la même lignée, tu vois. Donc, il pourrait y avoir des conflits internes entre le roi Harald, entre les autres villages, et peut-être que le roi Harald n'était pas tant aimé que ça, et c'est peut-être parce que là, pour l'instant, on est dans le village du roi Harald avec tous ces sujets, et on a peut-être la vision du village, on a peut-être témoignages, etc., du peuple qui ont vécu dans ce village. Mais vous avez capté, Ashrudin, on a vu sa vie, on a vu à quel point elle a souffert, à quel point il voulait pas vivre dans le château. Donc, gardez bien ça en tête, parce qu'au final, le roi Harald pourrait tout simplement être une usurpation. Mais bref, ça pourrait être vraiment une personne abjecte qu'on n'aime pas forcément. Par contre, il pourrait y avoir d'autres personnes qui soient prêts à tout, qui soient prêts même à pactiser avec le diable, pactiser avec le gouvernement mondial, pour voir le règne du roi Harald se terminer, et faire en sorte de faire porter le chapeau à Loki. Et ça, c'est très possible. Pourquoi ? Parce que on a vu que Shamrock et Kunko sont bel et bien apparus dans le château en question. Donc, s'ils sont apparus dans le château en question, c'est potentiellement qu'ils sont déjà venus ou qu'ils ont une taupe sur place qui permet de les invoquer à cet endroit-là. Donc voilà. Comment justifier tout ça ? On peut facilement dire que potentiellement ils sont déjà venus, ou le cercle a déjà été posé par quelqu'un auparavant, ou une taupe habite bel et bien sur Elbaf et permet au gouvernement mondial de faire ce qu'il veut. Surtout que c'est la mission de Shamrock. C'est que d'un côté, potentiellement, il pourrait y avoir quelqu'un qui veuille que Elbaf appartienne au gouvernement mondial, et Shamrock est venu ici pour faire de Loki un chevalier divin, pour que lui-même puisse ensuite faire en sorte que Elbaf soit affilié au gouvernement mondial. Je pense que c'est quelque chose qui est réel. Je pense que c'est ça la potentielle mission des chevaliers divins. Faire en sorte d'agrandir un petit peu les frontières du gouvernement mondial, et faire en sorte que les îles les plus puissantes deviennent tout simplement des îles affiliées au gouvernement mondial pour la Grande Guerre. Je pense que le gouvernement mondial voit qui est arrivé, ils savent le présage que ça veut dire. Je pense que c'est quelque chose de fou. D'ailleurs, ça fait vraiment cohérence de fou à la théorie que j'ai faite par rapport à Barbe Noire, les gars. Barbe Noire pourrait très bien rejoindre le gouvernement mondial, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit mais non, mais impossible, la logique de Barbe Noire, jamais il se soumettra au gouvernement mondial, premièrement. Deuxièmement, le gouvernement mondial jamais prendrait un pirate sous sa coupe, entre guillemets, blabla. Bref, sauf que là, quand vous voyez un petit peu qui a été renvoyé pour conquérir Elbaf, un pays qui tout simplement ne fait pas partie du gouvernement mondial, et en plus de ça doit sûrement être peuplé de races dont le gouvernement mondial peut bien se passer, même je dirais qu'ils exècrent un petit peu. Je pense que le gouvernement mondial peut faire en sorte de faire de la ruche, de faire de l'île de Barbe Noire un pays affilié au gouvernement mondial. Et en fait, c'est la logique pour moi, la suite logique de Barbe Noire, parce que voilà, Barbe Noire, c'est son but. Il a capturé Kobe pour être affilié au gouvernement mondial. Évidemment, ce n'est pas son but final, mais c'est son but temporaire. Et comme on l'a vu auparavant, Barbe Noire a bel et bien une facilité extraordinaire à toujours remplir ses objectifs. C'est fou. Que ce soit la récupération de Pudding, que ce soit la récupération des polyglyphes, que ce soit aller à Impeldown pour libérer toutes les personnes du 6e cercle, que ce soit prendre la tête de Barbe Blanche et prendre aussi son pouvoir pour devenir empereur, prendre le territoire de la ruche, parce que c'est pour lui en tout cas le meilleur endroit pour les pirates, le meilleur endroit pour poster un petit peu son territoire. Bref, vous voyez un petit peu que au niveau des échelons, au niveau de la construction, Barbe Noire, c'est légendaire. Le glow-up qu'il a eu de fou, passer de homme lambda de Barbe Blanche, devenir l'homme des ténèbres, ensuite capturer quelqu'un et négocier avec le gouvernement mondial pour intégrer les Shichibukai, utiliser son titre de Shichibukai pour libérer les prisonniers du 6e cercle, prendre les prisonniers pour aller à Marineford et tuer l'empereur en activité, prendre son fruit du démon, et ensuite faire en sorte de capturer
capturer son territoire. Bref, vous avez vu l'ascension de fou. Et là, on a déjà les pièces mises en place par Oda pour tout simplement nous guider vers le chemin qu'il a décidé de prendre. Capturer Kobe pour l'échanger contre un titre contre la marine. Sauf que là, Kobe a réussi à s'échapper. Et qui lui reste? Garp. Et qu'est-ce qu'il va faire de Garp d'après vous? Personnellement, je pense sérieusement qu'il va échanger Garp contre une audience contre les Gorosei pour pouvoir intégrer le gouvernement mondial. Son île va pouvoir faire partie du gouvernement mondial. Ensuite, il pourrait intégrer les chevaliers divins. Et en plus, là, on voit que la construction par rapport au chapitre montre que c'est totalement possible. Tu sais, avant, je pouvais comprendre les arguments qui disaient ouais, mais non, c'est impossible, chevalier divin. Non, ça doit être que des saints, machin chose. Impossible. Ouais, mais gros, on a vu déjà à God Valley que c'était pas forcément que des saints, les personnes dans les chevaliers divins. Il y avait quand même beaucoup de personnes qui ressemblaient étrangement aux guerriers qui étaient tout simplement formés par Mother Caramel. Et dans les guerriers en question, il y avait Big Mom. Donc ça interroge aussi sur le power scaling. Mother Caramel s'intéressait vraiment à des enfants ultra puissants ou avec des pouvoirs ultra puissants de naissance pour pouvoir ensuite les échanger et les vendre. Donc quand tu prends tout ça en compte, tu te dis ah ouais, mais en fait la possibilité qu'ils puissent entrer dans les chevaliers divins est totalement réelle. Et la finalité voudrait que potentiellement ils deviennent le chef des chevaliers divins pour X ou X raison. Peut-être que Shamrock va bel et bien mourir à Elbaf, quelque chose que j'envisage pas mais qui est totalement possible, et qu'au final il faudrait quelqu'un pour le remplacer, et cette personne pourrait être Barbe Noire. Et après, à la fin du manga, on verrait Barbe Noire grimper en échelon sûrement pour devenir Gorosei et remplacer peut-être un autre Gorosei, hein, Mars, Jupiter, Carly peut-être. Hein. Et à la fin, le fameux rêve de Barbe Noire d'être au sommet du monde, c'est potentiellement de s'asseoir sur le trône vacant pour vraiment asseoir son rêve, asseoir sa domination sur le reste du monde. Et à la fin, peut-être que notre ami Luffy sera là pour libérer le monde de ses entraves qui sont potentiellement les pirates de Barbe Noire et aussi Marshall D. Teach, peut-être l'ennemi final du manga, ce qui est totalement logique les gars, ce qui est pour moi totalement logique. Par contre, la seule interrogation qu'il y a dans cette théorie, c'est où est la place de Im-sama? Est-ce que Im-sama va prendre le contrôle? Est-ce qu'ils vont fusionner Im-sama Barbe Noire? Est-ce que Im-sama c'est un démon tout court et qu'en fait elle cherche un hôte? Tu sais, les fruits du démon ils ont tous un hôte, tu vois, parce que voilà ils mangent, tous les Zoan ont une personnalité, enfin un instinct, et là peut-être que Im-sama c'est juste le démon sans le côté hôte, et peut-être qu'ils vont fusionner d'une certaine manière pour devenir Barbe Noire Im-sama, Barbe Im-sama, Barbe Noire Sama. Bref, ça pour dire que la finalité voudrait peut-être que l'ennemi final soit quelqu'un de impossible à battre, et comme on l'a déjà vu, Barbe Noire a 2 fruits du démon, il lui manque juste le dernier, et le dernier c'est un Zoan mythique qui pourrait tout simplement pallier à toutes les faiblesses qu'il avait. Le fruit des ténèbres en fait fait en sorte de tout inspirer vers lui, y compris de prendre des dégâts, et il peut pas dématérialiser son corps comme un Logia lambda. Potentiellement qu'il y a quelque chose qui se cache derrière, peut-être que c'est un Zoan mythique, on le sait pas encore, etc., etc. Très probable. Mais ce qui est aussi possible, c'est que tout simplement il puisse manger un 3e fruit, étant donné qu'il a le Logia le plus puissant du monde, il a le Paramecia le plus puissant du monde, le Gura Gura et le fruit des ténèbres, et là il manquerait plus qu'un Zoan mythique le plus puissant du monde, donc je pense que celui de Luffy n'est pas le plus puissant du monde. Pour moi c'est le plus puissant, mais on va dire dans le côté bon, tu vois, on va dire dans le bon côté des choses. Mais je pense que parmi les démons, il doit y avoir quand même un fruit du démon qui excelle dans le côté démoniaque et qui lui est vraiment le Zoan mythique le plus puissant, le Zoan du diable, ce que vous voulez, mais quelque chose de bien sombre qui va parfaitement à Barbe Noire, ce qui pourrait faire en sorte de modifier un petit peu son physique à la manière de Alvida, tu vois, et faire en sorte de lui le Xebec de notre temps, tout simplement. Donc voilà, ça c'est la finalité que je vois très probable, surtout que là, par rapport à ce qu'on a appris dans le chapitre, clairement, tout va dans ce sens-là. Le fait qu'il y ait des recrutements de chevaliers divins, chose qu'on pensait impossible avant, mais qui au final, enfin, pas moi, parce que moi, la théorie, elle est là depuis toujours, mais je pense que voilà, maintenant, on a plus de facilité à accepter. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de tout. Je me suis égaré, mais en même temps, c'était exactement ce que je voulais pour bel et bien passer tout au crible. Donc j'ai vraiment l'impression que là, on a parlé de tous les événements les plus intéressants du manga. Je vois, il y a Captain Kid qui nous a dit, je crois que c'est son dernier message, je sais pas si j'ai lu le reste. Harald ne veut plus de guerriers à Elbaf, et bizarrement, le gouvernement mondial attaque à un moment où la plupart des géants rejettent leur passé de guerrier. Ouais, peut-être qu'ils voulaient affaiblir d'une certaine manière Elbaf, hein, c'est quelque chose de très probable, hein. Ça c'est quelque chose que je vois très bien se dessiner. À voir. Après, c'était pas une mauvaise chose, mais en tout cas, aux yeux du peuple, c'est une très bonne chose. C'est une très très bonne chose. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé en tout cas le live. Moi j'ai vraiment kiffé de ouf. J'ai trop hâte d'avoir des informations complémentaires, sachant qu'en plus la semaine prochaine, pas de pause. Là ça commence à être dur, hein, parce que là enchaîner les montages. Là on a 1h35 de live, comment je vais monter ça demain en plus? Je sais pas, mais
se débrouiller. Alors Captain Kid qui me dit, on peut se demander si Katarina Devon peut se TP via un pentagramme grâce à Saturne qu'elle a touché. Barbe Noire qui se TP à Elbaf, Wano ou Marie-Jo. Je pense pas que ça marche comme ça. En fait, ce qui est intéressant, ce que j'ai trouvé pertinent très récemment, c'est que quand vous avez vu l'apparition de Garling et de Gunko dans le château, ils étaient tous les deux agenouillés. Donc ça veut dire que quand ils se sont fait TP, ils étaient agenouillés devant quelqu'un. Et ça, c'est tellement bien fait de la part d'Oda et tellement bien analysé de la part des fans de One Piece parce que c'est totalement logique. S'ils sont agenouillés quand ils arrivent, c'est qu'ils s'étaient agenouillés quand ils sont partis. Et quand t'es agenouillé et que t'es un chevalier divin, il y a qu'une seule personne devant qui tu t'agenouilles. Cette personne ne peut être que Im-sama. Donc ça, je pense que le pentagramme est plus lié au pouvoir de Im-sama, ce qui est totalement logique parce que comme je vous l'ai dit, c'est celle qui ressemble plus à un démon. C'est celle qui, je dis elle, mais moi je suis plus sur il. Mais c'est vrai que l'animé avec la voix, j'ai l'impression que c'est elle, tu vois. Pas sûr, mais à voir. Bref, il ou elle, pour moi, était à l'origine des pentagrammes. Je sais pas qui a le pouvoir de les contrôler. Je pense que Im-sama peut, d'une certaine manière, être à l'origine, mais pour ça, ça voudrait dire que le Gorosei sont liés d'une certaine manière à Im-sama, parce que le Gorosei a aussi utilisé les pentagrammes. On a vu Saturne apparaître sur l'île. Je sais pas si c'est Im-sama qui a permis ça, ce qui m'étonnerait. On a vu le Gorosei demander à Saturne de les invoquer sur l'île. Donc pareil, je pense que devenir Gorosei, c'est se voir octroyer le pouvoir, une partie du pouvoir de Im-sama. Par contre, les Gorosei sont bel et bien des humains. Après là, je pense qu'il n'y a pas besoin de justifier, mais ça vous êtes déjà au courant. Les Gorosei sont bel et bien des humains à part entière qui ont hérité un petit peu du pouvoir de Im-sama, mais c'est pas une partie, parce qu'il y a des personnes qui pensent que Im-sama s'est divisé en 5 et que chaque Gorosei, non, ça marche pas comme ça. On l'a vu avec Garling, l'intégration de Garling dans le gouvernement mondial montre que c'est pas comme ça que ça marche, tu vois. Et le fait qu'il soit là-dedans va faire de lui une personne comme les anciens Gorosei, et je pense qu'ils vont tout simplement pouvoir partager ensemble une partie du pouvoir de Im-sama. Et j'ai l'impression que Im-sama potentiellement pourrait avoir le pouvoir de tous les fruits du démon et être le démon original à l'origine de tous les fruits du démon, tu vois. C'est quelque chose de très probable parce qu'on a vu les différents pouvoirs du Gorosei qui eux clairement avaient 15 000 pouvoirs. On a vu Saturne pouvoir faire exploser des choses alors que normalement son pouvoir c'est tout simplement le poison. Donc est-ce que c'est un poison tellement empoisonnant que ça devient explosif au niveau scientifique? C'est un peu dur de justifier ça comme ça. Et bon, après on est dans One Piece. On a aussi vu que Saturne pouvait, au simple contact visuel, pouvait faire en sorte de faire exploser la tête des gens. Voilà, en fonction des personnes, ça one shot pas. Bref, vous avez capté, c'est des choses qui font partie des différents pouvoirs. Après on a vu la télépathie, on a vu aussi les cercles magiques et les invocations. C'est des choses qui, je pense, entrent soit dans le domaine de Im-sama, ou soit entrent dans le domaine d'un démon réel qui vivent dans les Gorosei, mais pas de fruits du démon. Et potentiellement que eux seraient pas assujettis à la faiblesse des démons, parce que pour moi, je pense que la mer, c'est pas un ennemi pour les Gorosei. C'est-à-dire que seuls les gens qui mangent des fruits du démon obtiennent ce mauvais côté, tu vois. Parce qu'en gros, pour résumer, le fait que tu puisses pas nager, c'est parce que tu as mangé le fruit du démon, et du coup, les démons des mers, et ben tout simplement, te jettent une malédiction. Mais si tu fais partie des démons des mers, tu vois, de base, normalement, t'as pas de malédiction. Donc, vous comprenez que, logiquement, ils devraient pas être épuisés par ce côté mer, ce côté faiblesse, etc., etc. Et ce serait trop bien, parce que du coup, on saurait pas du tout comment détruire les Gorosei, parce qu'ils sont immortels. S'ils craignent pas l'eau, craignent pas le granit marin, on fait comment pour les tuer? Et en plus, il y a une autre preuve, c'est aussi que Jupiter avait aspiré les boules qui enfermaient justement les séraphins. Et les boules, ils avaient à l'intérieur l'énergie de la mer et tout, donc normalement, ça devrait affaiblir Jupiter, mais c'est pas ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est des petits détails qui potentiellement pourraient donner des foreshadowing. Donc voilà, bref, j'ai tout dit, mais vous avez capté qu'au niveau du Gorosei, il y a beaucoup de suspense, d'interrogation, mais pour moi, clairement, on a affaire à quelque chose de vraiment fou. Alors Noam qui nous dit, je pense que les Gorosei sont juste les serviteurs dédiés à Imu, qui sont les seuls contacts qu'il a avec le monde extérieur, car il cache son existence. Je pense qu'il cache pas que son existence. Je pense qu'en fait, pour moi, s'il cache son existence, c'est pas juste parce qu'il vit reclus de la société et tout. Je pense juste que c'est parce que il est pas comme les humains. Je pense que c'est un démon, vraiment physiquement. Je pense pas que ce soit un humain, une silhouette humaine. Je pense que c'est vraiment un démon et qu'il pourrait pas sortir parce que sortir, c'est montrer au monde que les démons existent réellement, tu vois. Au début de One Piece, les fruits du démon, c'était des légendes que la plupart des gens croyaient pas. Et là, au final, on voit que potentiellement les démons existent et même nous, en tant que lecteurs, Oda veut pas nous montrer que les démons existent réellement dans l'univers de One Piece. Donc, pour moi, c'est plus pour ça qu'il cache son existence. Et par contre, je pense que les Gorosei sont juste les serviteurs dédiés à Imu. Ça, je suis d'accord avec toi. Par contre, ce sont les seuls contacts. Quand je dis les seuls contacts, faut faire attention parce que c'est pas les seuls contacts. Pourquoi? Parce qu'on a vu Garling se faire appeler par Imu-sama et il a dit j'ai reçu des ordres, donc je suis pas là pour rien.
et ne me prenez pas de haut les autres Gorosei parce que je vais vous goumer, tu vois. Et pour recevoir des ordres, les seules personnes au-dessus du Gorosei qui peut donner des ordres au chevalier divin, c'est Im-sama. Et vu que le Gorosei n'était pas au courant qu'Im-sama avait donné des ordres à l'ancien chef des chevaliers divins, ça veut dire que Im-sama est en contact avec le chevalier divin. Donc ça montre que ce soit les chevaliers divins, que ce soit le Gorosei, pour moi ils sont tous au courant de l'existence, en tout cas pour les plus importants, tous ceux qu'on a connus, sont au courant de l'existence de Im-sama. Parce que on a vu Garling pas du tout choqué du fait que quelqu'un l'avait appelé et lui avait dit qu'il avait un nouveau titre. Et le fait que les Gorosei eux-mêmes soient pas au courant montre clairement que la seule personne qui peut dire à Garling qu'il a été promu au rang de Gorosei, c'est Im-sama, parce qu'il y a personne d'autre qui aurait pu être au courant. Ou sinon, il y a une autre personne liée extérieure au Gorosei qui aurait pu dire tout simplement à Garling que du coup il a été promu. Sauf que c'est pas logique. Ça voudrait dire qu'il y a d'autres personnes encore plus que les chevaliers divins qui seraient en contact avec Im-sama. Je pense que déjà juste le fait que les Gorosei et les chevaliers divins soient en contact, déjà je trouve ça ouf, mais en tout cas c'est quelque chose de réel. Donc voilà, ça c'est des petites informations, des petits détails qui pour moi sont vraiment pertinents et intéressants. Donc voilà, je préfère vous les dire tout simplement. Et Noam qui termine avec « Et qu'en échange Imu leur donne des pouvoirs ». Donc ouais, moi je pense que les Gorosei, c'est les 5 personnes qui vont gérer un petit peu le monde de One Piece à l'échelle politique, à l'échelle contrôle mondial. Et ces 5 personnes vont tout simplement avoir d'une part les pouvoirs de Im-sama, l'immortalité de Im-sama. Et quand je dis les pouvoirs de Im-sama, c'est plutôt Im-sama va lui octroyer des pouvoirs très spéciaux et choisis tout simplement. C'est pas les mêmes pouvoirs pour tout le monde et tout. Il y a des pouvoirs qui sont communs, comme la télépathie, comme l'immortalité, comme les téléportations, l'invocation. Et il y a d'autres pouvoirs qui sont personnels, qui ressemblent plutôt aux pouvoirs des fruits du démon, les fameux yokai. Et ça, c'est pour moi, Im-sama leur a tout donné. Et en plus, Garling, ce qui est intéressant, c'est qu'il a tout à fait le profil de quelqu'un qui a pas mangé de fruits du démon. Donc, j'ai l'impression que ça va être la même chose et potentiellement que aucun Gorosei n'a mangé de fruits du démon. Donc voilà, vous avez capté tous les pouvoirs, tous les tenants, tous les aboutissants autour des informations qu'on a sur le Gorosei et sur Im-sama, je dirais même les chevaliers divins. Et je pense sérieusement que voilà, prochainement, l'arc d'Egghead pourrait être juste un petit prémisse de ce qui pourrait se passer à Elbaf avec l'apparition des Gorosei, mais là, potentiellement l'apparition des chevaliers divins qui pourrait justement faire trembler Elbaf et même trembler les Mugiwara. Je pense que c'est ce que Oda veut tout simplement nous montrer. C'est ce que Oda veut. En gros, il veut nous faire flipper et il veut ramener cette tension qu'on a ressentie avec Ed. Et là, ramener encore une fois les Gorosei et tout, ça ferait bizarre. Je pense que déjà, ça ferait doublon. Et en plus de ça, je pense que ça ferait des Gorosei des soldats. Tu vois, normalement, les Gorosei, ils se déplacent pas pour rien. Là, les Gorosei, ils se sont déplacés pour une bonne raison avec Ed. Parce que voilà, il y avait la technologie, il y avait le message de Vegapunk, il y avait énormément de choses qui justifiaient l'apparition des Gorosei. Mais là, je pense que c'est les chevaliers divins qui pourraient se déplacer. En tout cas, je pense pas tout le monde, je pense la moitié. Ce sera très très bien déjà. Et qui pourrait être épaulé par peut-être un corps de marine, un amiral ou quelque chose comme ça. Ce qui ferait en sorte de vraiment amener une pression réelle. Et en plus, ça ressemble un petit peu à Egghead avec un Gorosei, un amiral qui ensuite invoque les autres. Donc là, ça pourrait être 2 chevaliers divins qui appellent un amiral et partie du reste des chevaliers divins. Et on arriverait tout simplement à la fin. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé ce live. Moi, j'ai kiffé de ouf. Là, on a vraiment abattu énormément de sujets. Franchement, c'est un live que je vais conseiller aux gens tellement il y avait de choses qu'on a abordées, de petits détails qui permettent d'en savoir plus sur l'univers de One Piece, sur les personnages, sur la mécanique mise en place par Oda tout simplement, au niveau que ce soit des fruits du démon, au niveau de l'échelle de puissance, au niveau du contrôle du monde entier, au niveau des démons, etc., etc. Bref, je pense avoir vraiment fait le tour. J'espère que vous avez kiffé encore une fois. Nous on se retrouve demain pour un petit live horreur, voilà, gaming horreur. On va avancer un petit peu parce que voilà, ça fait longtemps, ça fait 2 semaines là, on a rattrapé un des lives. Demain on va essayer d'avancer encore un petit peu. Et dimanche, épisode de One Piece. Et la semaine prochaine, on retourne pour mardi les spoils, mercredi les spoils complets, vendredi le chapitre, etc., etc. Et normalement, après ça, on aura une petite pause pour pouvoir se reposer un petit peu. Parce que là, je carbure, les gars. Je carbure de ouf. Mais j'espère que ça vous plaît, hein. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos YouTube parce qu'elles sont taffées de ouf. Elles sont synthétisées. J'ai fait en sorte de, voilà, rapporter des images, des preuves, des arguments pour justement corroborer toutes les informations que je vous ai données. Voilà, c'est mieux rythmé, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à aller checker. Puis voilà, hein, vous connaissez, hein, que ce soit la team Twitch, la team YouTube ou n'importe qui, si vous voulez soutenir la chaîne, petit like, petit follow, petit commentaire. Si vous voulez tout simplement rejoindre ou même financer la chaîne, faites-le que si vous avez envie, que
si vous le pouvez, vous pouvez sub à la chaîne sur Twitch. Vous pouvez aussi souscrire sur YouTube pour avoir du contenu exclusif. Et sinon, vous avez le Discord, si jamais vous voulez continuer la discussion. Venez sur le Discord, vous posez vos interrogations. Il y a des salons dédiés, que ce soit pour One Piece, que ce soit pour les mangas, pour le gaming, même pour partager n'importe quoi, vos petits dessins, vos petites œuvres d'art, vos petits repas et tout. J'aime bien comparer les plats, j'aime bien les tailler. Des fois, je fais des petits lives où je montre ce que les gens du Discord y mangent et on rigole. Donc voilà, il y a plein de trucs comme ça. Et pour terminer, je pense que il reste que Twitter. Je pense que vous connaissez les gars, Twitter. C'est là-bas où on met les informations les plus pertinentes et les plus importantes du moment. Et vous avez aussi bientôt, ça fait un moment, je le dis, mais il y a le planning que je vais mettre en place. Mais le DR, c'est que c'est dur à les tenir, les plannings. Je change tout le temps de live, tout le temps à un moment où je vais prendre une pause parce que voilà, les aléas de la vie font que je suis obligé. Mais je vais faire un planning peut-être à partir de la semaine prochaine. Si c'est pas la semaine prochaine, à partir du début février. Et après, on va faire les choses carrées, heures précises et tout. Ça reste à redire, mais on verra. Ok, donc Noam, on terminera avec le petit message de Noam qui nous dit: franchement, l'ami, continue tes live vidéo One Piece. Elles sont pertinentes et vraiment intéressantes. Hâte de voir la suite. Ben, merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Et encore une fois, je vais en profiter pour remercier tous vos commentaires, tous vos petits messages en chat, tous les fidèles qui sont là depuis très longtemps et qui soutiennent. Ça fait grave plaisir, les gars. C'est ce qui me pousse aussi à continuer tout simplement de faire ces vidéos, de faire ces théories, d'essayer de récolter un maximum d'informations tout en étant pertinent, sans être trop dans l'émotion, tout en essayant de ramener les faits, sans se baser sur ce que j'aimerais personnellement qui arrive ou quoi, tu vois. Donc voilà, et trop de messages en ce moment qui me boostent, qui m'envoie de la force, et je peux que vous remercier, les gars. Vous êtes des masterclass, franchement. GG à vous, les gars, parce que tout ça c'est un peu grâce à vous. Toute la force que vous m'envoyez, je les envoie dans les vidéos. C'est pour ça que les vidéos, elles sont légendaires. Et en plus, je l'ai déjà dit, si mes vidéos sont pertinentes, c'est parce qu'en fait, une fois, j'ai un pote à moi, il est parti au Japon, et en fait, il connaissait un gars là-bas qui connaissait l'auteur. Quand tu m'as dit ça, je lui ai dit: bah, tu sais quoi, me raconte pas la fin, me dis pas ce qu'il t'a dit, je te raconte ma fin et tu me dis si c'est ça ou pas. Et le gars, qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a répondu: franchement, c'est ça. si vous avez la ref, vous êtes des boss. Donc voilà, les gars, prenez soin de vous, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece. On se retrouve très très vite. Allez, ciao les mecs.